Bonjour à tous, avec nous aujourd'hui dans French Boss, un homme qui va nous parler depuis San Diego, au sud de la Californie, un homme qui a, qui a réussi quelque chose d'assez formidable dans le domaine de l'électricité. Pour l'instant, je vais vous dire que ça parce que je suis bien incapable de vous en dire plus. On va tout de suite aller retrouver à San Diego Grégory Poilâne. Bonjour Grégory. Oui, bonjour Eric, comment allez-vous? Ben, ça va très bien, je suis ravi de vous rencontrer et je suis ravi aussi surtout de vous entendre raconter votre histoire car on m'a dit, hein, je vais pas citer de nom, mais on m'a dit que l'histoire de Grégory Poilâne était véritablement une belle histoire qui était intéressante à raconter à ceux qui nous suivent sur French Morning. Auparavant, vous savez qu'on a un gimmick, Grégory, dans cette émission, c'est que derrière moi, j'ai la ville qui, à vos yeux, compte le plus professionnellement. Je vous ai demandé de m'envoyer une photo de cette ville, de San Diego. Elle est derrière moi. Que représente San Diego dans la vie professionnelle de Grégory Poilâne? San Diego, c'est les 20 dernières années de ma vie, en fait. Donc, c'est la ville dans laquelle j'ai passé le plus de temps. C'est aussi la ville où mes enfants grandissent. Bon, c'était pas la ville dans laquelle je suis arrivé aux États-Unis initialement. C'était pas forcément une ville sur laquelle j'avais choisi de m'installer, mais ça s'est passé à travers la création de la première entreprise en fait dans laquelle j'ai participé quand je suis arrivé aux États-Unis il y a 21 ans. Et on avait démarré cette compagnie-là quand j'étais à UCLA, en fait. Et à San Diego avait l'espoir de devenir ce qu'ils appelaient la Wireless Valley. Et donc, c'était une compagnie qui travaillait dans les télécommunications. On travaillait sur des antennes, l'intégration d'antennes dans les téléphones portables. Et donc, c'est pour ça qu'on avait déménagé, en fait, la compagnie de Los Angeles à San Diego en 2001, en fait. Alors, vous venez, Grégory, de citer le nom de UCLA, University of California, Los Angeles. C'est l'occasion peut-être de nous raconter un petit peu votre histoire. Vous avez une cinquantaine, tout juste la cinquantaine, me semble-t-il, mais j'en sais guère plus. Alors, racontez-moi l'histoire de Grégory depuis qu'il est arrivé aux États-Unis, avant même qu'il ait commencé à créer une entreprise aux États-Unis. Ouais. La cinquantaine, c'est pour dans 2 semaines. Et donc, bon, sauf que c'est dans 2 semaines, au moment où on enregistre, au moment où on va le passer, Grégory, vous aurez 50 ans. Eh, trop fort. Donc, vous avez 50 ans, Grégory. Donc, j'ai 50 ans. Donc, en effet, après avoir fait mes études en France, une école d'ingénieur et ensuite une thèse à l'Université de Rennes. Donc, j'ai rejoint l'Université de Californie à Los Angeles pour travailler sur un postdoc avec un professeur qui avait fait en fait pas mal de travail sur le sujet de ma thèse. Mais il avait une vision particulière, c'était d'utiliser son travail pour développer une entreprise qui ferait des antennes qui seraient intégrées dans les téléphones portables comme on a aujourd'hui. Donc ça, c'était en 1999. Et donc, j'ai rejoint donc son équipe à UCLA. Initialement en tant que postdoc, en aidant les étudiants qui travaillaient dans son groupe à travailler sur les différents sujets. C'était intéressant de s'engager sur des sujets qui étaient assez larges, je dirais, d'un point de vue science. Mais très rapidement, il m'a demandé de l'aider en fait à participer sur la levée de fonds. Donc en travaillant, en présentant l'idée de l'entreprise à plusieurs venture capital dans la Silicon Valley, en fait. Donc, c'est assez facile de voyager entre Los Angeles et la Silicon Valley. Et donc, c'est comme ça qu'assez rapidement, en fait, je me suis retrouvé à participer dans la création d'une première entreprise qui initialement s'appelait Photonic RF et qui a ensuite été appelée Ethertronics, qui a été acheté ensuite quelques années plus tard. Donc, voilà un peu comment toutes ces choses-là ont démarré. Mon arrivée aux US et mon déplacement à San Diego. Cette passion pour l'électricité et puis l'avenir, je dirais, de l'électricité, elle remonte à loin. Vos études allaient dans ce sens-là déjà un petit peu. Mes études, je suis un spécialisé d'antenne initialement, donc tout ce qui est électromagnétique. Donc c'est un petit peu différent. Donc ensuite j'ai démarré quelques compagnies, participé au démarrage de quelques compagnies dans les télécoms.
Et puis ensuite, en 2010, en fait, mon chemin a croisé celui du professeur Willett Kempton à l'Université du Delaware, qui lui vraiment avait travaillé sur le sujet des énergies renouvelables et des voitures électriques depuis 1996 en fait. Et donc il est vraiment reconnu comme le père de la technologie qui s'appelle Vehicle to Grid. Et ça a été vraiment le fruit de sa vie. Donc moi je l'ai rencontré en 2010. J'ai toujours regardé comment apprendre davantage, comment aussi étendre la connaissance que j'ai. Et j'ai trouvé que son travail sur les voitures électriques était vraiment intéressant. La plateforme qu'il a développée sur une plateforme de management, en fait, non seulement de la charge des voitures électriques, mais aussi de la décharge. Donc, en fait, il y a deux étapes qui sont importantes. D'une part, donc la capacité pour une voiture électrique, non seulement de prendre de l'énergie du réseau électrique, donc de la transformer en énergie alternative, en courant alternatif, en courant direct, mais aussi de retransformer ça dans l'autre sens. Donc, de prendre l'énergie qui est dans la batterie du véhicule et de la retransformer en énergie alternative pour la pousser sur le réseau. Et puis, la deuxième étape, en fait, c'est de créer une plateforme qui, en fait, agrège toutes ces voitures électriques, les fait apparaître, en fait, comme une grosse batterie, quoi. Ces voitures pouvant être distribuées sur des distances assez importantes. Au Danemark, par exemple, on a des voitures qui sont sur une île qui s'appelle Bornholm, qui est en gros à 400 km de Copenhague. Mais d'un point de vue du système électrique au Danemark, les voitures à Bornholm et les voitures à Copenhague, en fait, apparaissent comme une seule large batterie qui permet ensuite d'aider le réseau électrique à rester stable. En fait. Donc c'est ça l'idée du V2G, quoi. C'est d'avoir ces véhicules-là qui sont garés. Les véhicules sont garés 95, des fois jusqu'à 95% du temps. Et donc, pendant que les voitures électriques sont garées, il y a plein de temps pour la recharger. Et donc, il y a aussi du temps pour participer à donner des services au réseau. Donc, de générer du revenu pendant que les voitures sont garées. Et tout ça, ça permet en fait de réduire le coût du véhicule électrique qui reste à un coût assez important même aujourd'hui. Hein. Bon, le coût descend assez rapidement, mais acheter une voiture électrique, ça reste assez cher aujourd'hui. Et donc, l'idée du V2G, c'est vraiment de réduire ce coût-là, le coût de propriété du véhicule. On va revenir à votre arrivée aux États-Unis. Vous faites vos études aux États-Unis, vous êtes diplômé d'une université américaine et là, vous savez très bien dans quel secteur au sens large vous souhaitez travailler et vous décidez de rester aux États-Unis pour travailler. Est-ce que déjà, Grégory, à cette époque-là, imaginait que peut-être il serait plus facile de réussir dans ce secteur, que ce secteur serait plus porteur aux États-Unis, qu'il ne pourrait l'être nulle part ailleurs? C'est clair que la côte ouest des États-Unis, quand même, d'un point de vue technologie, c'est très attrayant. Il y a énormément de compagnies qui démarrent ici tous les jours. Beaucoup d'entre elles ne réussissent pas, mais ça fait partie du process. Et puis, il y a pas quand une compagnie ne réussit pas, il n'y a pas de regard négatif sur cette entreprise, quoi. Il y a vraiment l'esprit entrepreneurial est vraiment très important. J'ai eu plusieurs échecs, hein, et ça fait partie d'apprendre. Et donc, en effet, je pense que d'une part, même avant de partir, j'avais toujours été intéressé par les États-Unis. La découverte de la côte ouest des États-Unis a été, je pense, a eu un impact énormément, très important sur ma vie. Et puis, en effet, l'avantage aussi, c'est que même en vivant ici, je suis toujours resté en contact assez proche avec la France. Je dirais que sur les 21 années que j'ai passées aux États-Unis, en moyenne, j'ai dû rentrer 6 à 7 fois par an. Des fois pour des périodes assez courtes, mais des fois pour des périodes un peu plus longues. Donc, je suis toujours resté bien en contact avec la France. Et je dirais que quelles que soient les activités professionnelles que j'ai eues aux États-Unis, il y a toujours eu un aspect de collaboration avec différentes entités en France. Et ça reste une partie très importante de ma vie aussi. Alors, il y a plusieurs trucs intéressants. On va reparler tout à l'heure effectivement de ce parallèle qu'on peut faire entre l'univers de la voiture électrique aux États-Unis et l'univers de la voiture électrique en France, parce qu'on n'oublie pas de rappeler que vous êtes français, Grégory. Mais première chose, vous avez parlé d'échecs. Ces échecs, est-ce que déjà c'était des échecs d'entrepreneurs ou est-ce que c'était des échecs personnels
dans le cadre de sociétés pour lesquelles vous travaillez? À un certain niveau, à un autre, ça a été toujours avec l'esprit entrepreneurial. Maintenant, est-ce qu'en effet, c'est des échecs qui étaient directement attribués à moi ou à la situation après, c'est là où il faut apprendre par rapport à ces échecs et s'assurer qu'on ne les reproduit pas, que ce soit une erreur de notre part ou une erreur associée aux gens avec qui on travaille. Certains d'entre eux ont été plus liés à je dirais, une phase d'apprentissage et d'autres plus à des situations dans lesquelles je me suis retrouvé. Mais bon, quel que soit le résultat, à la fin, je pense notamment à une des entreprises où les deux cofondeurs en fait s'étaient retrouvés dans une situation où ils n'arrivaient plus à travailler ensemble en fait, et ça a créé la chute de la compagnie. Et je dirais que c'est pas une situation, enfin c'est des situations qui arrivent assez souvent hein, où en fait le procédé associé avec le démarrage d'une entreprise met beaucoup de pression sur les personnes qui travaillent ensemble et on passe à travers différentes phases, des phases de haut et de bas. Et durant les phases de bas, il y a de la tension qui peut se créer et qui fait que les personnes qui initialement peuvent avoir une relation amicale et très proche puissent se retrouver dans une situation où ils peuvent plus être ensemble du tout quoi. Et c'est un peu triste, mais c'est un peu aussi le comportement humain qu'il faut intégrer dans ce procédé de création d'entreprise qui a aussi des attraits assez intéressants. D'une part, d'un point de vue, je dirais que pour moi, dans le cas de Nuvve plus particulier, c'est vraiment l'impact que pouvons avoir d'un point de vue société. Et puis, bien entendu, avec un impact financier qui peut aussi transformer des vies. Alors, si je vous ai posé cette question, Grégory, c'est évidemment pas par hasard, c'est pour vous emmener petit à petit sur le terrain de l'entrepreneuriat, puisque cette émission s'appelle French Boss et qu'on y donne la parole tous les 15 jours à des entrepreneurs français à l'étranger. Ma question est la suivante. Vous êtes ingénieur, vous êtes devenu entrepreneur. Au moment où on en parlera bien sûr de la création de la société que vous dirigez actuellement, bien sûr, mais au moment où vous passez de ce statut d'ingénieur à celui d'entrepreneur, est-ce qu'immédiatement vous devenez plus entrepreneur qu'ingénieur ou est-ce que vous restez un ingénieur qui essaye de percer par lui-même? C'est une bonne question. Pour ma part, la partie technologie est toujours ce qui est intéressant. Donc la partie ingénieur reste une partie essentielle dans la vie de l'entrepreneur. Maintenant, à côté de ça, pour moi, à un moment dans ma vie, j'ai décidé aussi d'aller dans une business school et d'avoir un MBA qui m'a vraiment aidé aussi à vraiment intégrer les deux visions, la vision ingénieur et puis la vision business et comment est-ce qu'on intègre ces deux-là, comment est-ce qu'on construit une entreprise depuis le point zéro jusqu'à une certaine échéance dans le temps. Et ces deux visions, quand on fait des startups dans le domaine des technologies, sont essentielles à intégrer, ne serait-ce que pour communiquer aussi ce qu'on fait hein, et s'assurer que les gens comprennent bien. Ça reste toujours très complexe. Comment est-ce qu'on se différencie des autres entreprises qui se mettent en place? Donc toutes ces choses-là sont vraiment importantes à intégrer. Donc pour moi, la partie ingénieur d'un côté, mais la partie business de l'autre côté, j'ai eu besoin vraiment de passer à travers l'éducation de ces deux côtés-là. Et est-ce que les débuts dans l'entrepreneuriat n'ont pas tendance à cannibaliser justement sur le métier historique d'ingénieur et que justement on doit se méfier de ça? Et est-ce que vous en êtes méfié, vous? Non, pour moi, j'ai pas ressenti ça. J'ai vraiment, en tout cas en Californie, hein, les entrepreneurs sont souvent des ingénieurs, donc je pense que c'est peut-être moins. Maintenant, ça dépend du. Pour moi, je suis toujours resté dans des entreprises qui sont avec des bases technologiques très importantes, et donc c'est là où l'intégration des deux côtés, des deux volets est importante. Mais en effet, c'était une entreprise qui était plus attirée vers des solutions, vers les consommateurs, etc. Peut-être qu'il y aurait une vision qui serait différente. Mais moi, la partie où je suis confortable, c'est vraiment la partie intégration technologie et développer des produits ou des services qui ont une base très, très forte sur la partie technologique.
Alors, Grégory, vous me dites, hein, si je me trompe dans les dates, j'ai lu sur vous donc que vous créez votre société en 2011, est-ce exact? Oui, fin 2010, début 2011, oui. D'accord. On voit le sigle de votre société derrière, ça s'écrit NU2VE. Comment ça se prononce? Nuvve. Nuvve, Nuvve. New Vehicle. L'idée, en fait, c'est que comme on utilise des voitures électriques pour rendre des services au réseau électrique, c'est d'une part la transformation des voitures à combustion interne en voitures électriques, mais aussi comment ces véhicules ont non seulement un but de transporter les gens, mais aussi d'aider à l'intégration des énergies renouvelables sur le système. Racontez-moi les débuts, la création de Nuvve, qui est la société que vous dirigez encore aujourd'hui et dont j'ai cru comprendre au travers des lectures que j'ai fait que ça marchait pas mal. On va en reparler. Racontez-moi les débuts de Nuvve. Donc, en effet, en 2010, j'ai rencontré le professeur Willett Campton à l'Université du Delaware et son travail sur la technologie Vehicle to Grid était vraiment intéressant, surtout d'avoir une vision d'une solution qui couvre une solution qui couvre en fait tout ce que j'appelle end-to-end, qui couvre vraiment tout le scope en fait en termes d'intégration des voitures électriques et la plateforme qui rend les services au réseau, qui rend les services aux conducteurs du véhicule. Et donc c'est là où j'ai décidé de démarrer Nuvve. J'ai aussi demandé à Willett donc de me rejoindre pour démarrer cette compagnie. On a aussi, donc à ce moment, la technologie appartenait à l'Université de Delaware, donc on a engagé dans une négociation de licence de la technologie avec l'Université du Delaware. Initialement, on a eu une licence qui était uniquement pour l'étranger, en fait. Donc, c'est-à-dire qu'il y avait une compagnie aux États-Unis qui s'appelle NRG qui avait licencié la technologie pour le marché américain. Et donc, on s'est retrouvé à devoir se focaliser à l'extérieur des États-Unis, ce qui n'a pas forcément été un problème. Donc, on a initialement fait un projet à Hong Kong avec China Light and Power, qui est l'utilité là-bas, l'utilities à Hong Kong. Et puis, en fait, en 2013, on a commencé à engager avec des partenaires au Danemark. Donc, avec le Danish Technical University, qui est donc une des grosses universités à Copenhague. Et Willett Campton, en fait, passait 6 mois au Danemark au même moment. Donc, il y avait pas mal de synergie entre Willett étant au Danemark et puis l'engagement dans un pays qui reste assez petit, où c'est assez facile de contrôler tout ce qui est régulation, etc. Et donc, on s'est engagé avec le Danish Technical University, DTU, à travailler sur des projets ensemble. Et on a eu un premier funding en fait de projet en 2013 qui nous a amené en 2015 à engager avec Nissan et Enel. Donc Enel, c'est l'équivalent de EDF en Italie. Et donc à lancer en fait une commercialisation de notre technologie en 2016 au Danemark avec Nissan et Enel. Entre-temps, on a racheté les droits en fait de la technologie aux États-Unis. Parce que le premier déploiement se passait pas forcément très bien. Donc, l'Université de Delaware nous a demandé de racheter ces droits-là. Donc, on a fait ça. Et puis, en 2017, en fait, on avait travaillé sur jusqu'à ce moment-là, en fait, on finançait ça de façon assez simple et avec un budget assez bas. Mais donc, en fin 2017, on a décidé donc de ramer plus de fonds. Et c'est là où EDF, à travers leur unité ici qui s'appelle EDF Renewable, et Toyota Tsusho, qui est une compagnie qui fait partie du groupe de Toyota, ont investi dans Nuvve. À ce moment-là aussi, on a racheté les droits en fait de la technologie de l'Université du Delaware. Donc, à partir de 2017, en fait, Nuvve est devenu propriétaire de tout ce qui est propriété intellectuelle au niveau de la technologie. Donc, avec EDF d'un côté et Toyota de l'autre côté. Donc, une couverture européenne et une couverture asiatique. C'était ça qui était important pour nous, avec toujours un headquarter basé à San Diego. Donc, ça, je dirais que c'était la transition clé. Donc, fin 2017, ce financement avec 2 partenaires stratégiques qui a commencé à nous positionner de façon très attractive sur le marché.
Maintenant, après ça, donc, il y a eu certaines étapes qui ont été intéressantes. EDF était vraiment intéressé de travailler avec nous sur les aspects de déploiement en Europe. Donc, en fait, en 2018, on a commencé à engager sur des négociations de création d'une joint venture avec EDF qui couvre 5 pays en Europe, qui s'appelle Drive, et qui donc a été créé officiellement en 2019. Donc, je vais peut-être poser là, mais ça a été, je dirais, les points clés juste avant de s'engager un peu en 2020 et Covid, que je laisse peut-être pour une prochaine partie. 2011, quand vous créez votre société, je parle des États-Unis, je ne parle pas des passerelles que vous avez établies très rapidement avec d'autres villes d'Europe. Est-ce que c'était à vos yeux un pari ou est-ce que vous aviez identifié, si on pourrait dire, un trou dans la raquette dans ce marché américain? Ou est-ce qu'il y avait déjà une concurrence féroce qui existait quand vous êtes né? Non, là, je dirais que si vous regardez historiquement, Tesla était juste en train de fabriquer quelques voitures. Nissan avait développé la Nissan Leaf en 2010-2011. Donc, on était vraiment au balbutiement des déploiements des voitures électriques. Non, pour moi, ça a été un sentiment il n'y avait pas de question. C'est-à-dire que les voitures électriques allaient prendre le dessus. Il n'y a pas de choix. Les quantités de pétrole qui sont accessibles sur Terre sont limitées. La croissance de la consommation du pétrole va faire que de toute façon, à un moment ou à un autre, ces ressources-là vont disparaître. Et donc, il n'y a pas le choix de trouver d'autres solutions. Et les voitures électriques apparaissaient clairement comme une solution qui allait gagner. Ce n'était pas la première vague. Il y a eu plusieurs vagues avant où les voitures électriques n'ont pas gagné. Mais je dirais qu'à ce moment-là, pour moi, il y avait pas de doute. Et je dirais qu'en tant qu'entrepreneur, bien entendu, on rassemble le plus de données possible, mais aussi on doit aussi se baser sur une partie de notre instinct. Et pour moi, il y avait pas de doute. Mon instinct disait que c'était ce qu'il fallait faire. Après, la difficulté, c'est le timing, c'est-à-dire quand est-ce que vraiment la vague se passe. Et donc, il faut continuer à développer la technologie, s'assurer qu'on met en place des bases qui puissent permettre de passer à travers ce qui souvent s'appelle la Death Valley ou les Death Valley, c'est-à-dire que quand on démarre une compagnie, on va passer à travers des phases où les choses avancent bien et puis des phases où les choses se ralentissent un petit peu. Et c'est là où il faut survivre, c'est là où il faut serrer les dents et puis continuer à mettre en place les bonnes choses puisqu'on puisse survivre. Et donc, je dirais que d'un point de vue entrepreneur, l'idée, c'est toujours d'avoir un plan A, un plan B, un plan C, un plan D et de s'assurer qu'on reste toujours très, très vigilant sur les différents paramètres qu'on peut contrôler. Ces vallées de la mort, donc, j'ai cru comprendre au travers de vos propos que vous aviez su les traverser. J'aimerais essayer de figurer un petit peu ce qu'est Nuvve aujourd'hui avec quelques chiffres. Alors évidemment, ceux que vous voudrez bien me donner, mais qui vont nous indiquer un petit peu ce qu'a été la croissance de votre société en tant que nombre d'employés, en tant que chiffres, peut-être quelques éléments chiffrés qui nous permettent de nous faire une idée de l'importance que vous avez là-bas, Grégory. Oui, bien sûr. Je dirais que donc, pour continuer l'histoire et rejoindre ce point, en fait, c'est en 2020, on a commencé des négociations avec différents investisseurs. On travaillait sur notre prochain round de financement. Et puis, en fait, on a été contacté par ce qui s'appelle un SPAC, un Special Purpose Acquisition Company. Et donc, l'idée d'un SPAC, en fait, c'est de prendre une compagnie comme Nuvve, de l'intégrer avec une compagnie qui est en fait déjà sur le marché public. Cette compagnie n'a pas forcément de business intégré à elle-même. Le but de cette compagnie, c'est de spécifiquement intégrer une compagnie qui a une technologie comme Nuvve. Et donc, on a commencé des négociations au mois d'août 2020 et nous sommes devenus donc une compagnie publique en 2021. En mars 2021. Donc maintenant, nous sommes une compagnie qui est tradée en fait sur le Nasdaq. Donc ça veut dire que je peux partager certains chiffres qui ont été partagés et qui sont dans le domaine public. En 2020, en fait, on a un revenu qui est autour de 4 à 4,5 millions de dollars.
qui reste assez, je dirais assez, qui n'est pas d'une échelle énorme, mais c'est vraiment… Ça me paraît, moi, de l'extérieur, ça me paraît assez modeste, compte tenu de l'image que je me faisais de oui. Mais ce qui est important, c'est la croissance. Et la croissance dans laquelle on est aujourd'hui, avec des chiffres qui ont été communiqués à travers ce procédé-là, ou pour 2021, les chiffres qui ont été communiqués lorsque nous sommes passés publics, de 30 millions de dollars de revenus pour 2021, et des revenus qui, en fait, potentiellement triplent chaque année. Et donc, en fait, c'est pas seulement où on en est au niveau des revenus, c'est surtout la croissance qui est en train de se produire tout de suite. Et donc, c'est pour ça que pour nous, de passer public avait un point important en termes de croissance, en termes d'employés qu'on doit intégrer dans la compagnie. Donc aujourd'hui, en fait, on a une force qui est d'en gros 35 personnes, mais avec d'ici la fin d'année, on sera autour de 80 personnes. Et donc on est en train d'embaucher un très grand nombre de personnes, aussi avec des moyens de financement, avec des partenaires qu'on met en place aujourd'hui, qui sont de l'ordre de milliards de dollars, en fait, en termes de déploiement, de combinaison de notre technologie associée avec les véhicules qui vont être financés, en fait, pour nos clients. Bon, Grégory, ça fait déjà 27 minutes qu'on discute, c'est passionnant. Ce que vous nous racontez, il y a deux questions que je voudrais vous poser. Vous savez qu'il y a un homme en France, un des plus grands capitaines d'industrie français, qui s'appelle Vincent Bolloré, qui s'est planté dans le secteur de la voiture électrique. Aujourd'hui, vous avez Vincent Bolloré en face de vous. Qu'est-ce que vous lui diriez? Comment tu as fait pour te planter alors qu'il est possible de réussir? Quel conseil vous pourriez donner à Vincent Bolloré, si tant est qu'il soit possible de conseiller des hommes de cette carrure? Non, la difficulté, et je ne sais pas si c'est planté ou la difficulté, c'est toujours le timing. Mais la difficulté, c'est le timing, c'est-à-dire que de vraiment pousser sur la pédale lorsque les choses se mettent vraiment en place. Et pour nous, en fait, c'est il y a énormément de paramètres qui sont à l'extérieur, qui sont externalisés par rapport à nos vies. Et donc, c'est pour ça que d'arriver au point où on en est aujourd'hui avec la croissance donc des voitures électriques qui se passe maintenant, non seulement à travers les compagnies comme Renault ou autres qui existent, mais aussi à travers l'arrivée de nouveaux participants qui se retrouvent financés comme nous à travers le process d'un SPAC. Il y a une compagnie qui s'appelle Lyon, qui est basée au Québec. Il y a une compagnie qui s'appelle Arrival, qui est basée en Angleterre. Il y a une compagnie qui s'appelle Proterra, qui est basée aux États-Unis. Donc, il y a énormément de fonds qui sont maintenant qui aident au développement de tout l'écosystème. Et pas seulement de Nuvve, mais de tout l'écosystème associé avec nous. Et c'est là où je pense que Vincent Bolloré voulait se positionner en tant que leader sur le sujet et qu'il a peut-être poussé un peu sur la pédale un petit peu trop tôt. Et donc, mais c'est la difficulté d'un entrepreneur, hein, je dirais, d'un coup de comprendre qu'on a la bonne technologie, c'est une chose. De comprendre le timing en termes de déploiement de cette technologie, c'est autre chose. Et c'est Vincent Bolloré est un homme qui n'a pas la réputation d'aller lentement. Et là, peut-être effectivement, votre analyse à vous, spécialiste du secteur, c'est qu'il est allé trop vite. Deuxième question. Je ne sais pas si elle va vous plaire. Tellement là, je vous ai entendu parler à plusieurs reprises d'un État de la côte Est des États-Unis qui s'appelle le Delaware, dans lequel vous avez des associés, l'université, vous avez travaillé avec, etc. Le Delaware, je crois savoir aussi que c'est un des États fiscalement les plus intéressants des États-Unis. Est-ce que ça vous a échappé? Non, bien entendu, d'un point de vue création d'entreprise, en fait, ce qui se passe souvent, c'est que le type d'entreprise aux États-Unis qui est le plus courant s'appelle C Corp. Et donc, en effet, bien souvent, ces entreprises sont basées dans le Delaware au niveau d'un point de vue fiscal. Maintenant, la différence, bon, il y a de l'attrait, mais c'est pas non plus une différence qui est énorme. Je dirais que c'est plus un standard d'incorporation qu'autre chose, avec une infrastructure dans le Delaware qui permet en effet
de créer des entreprises de façon assez facile. Et c'est bien souvent pour ça que les entreprises sont basées dans le Delaware, comme Nuvve Holding Corporation aujourd'hui est basée dans le Delaware. Avant qu'on soit public, Nuvve Corporation était aussi basée dans le Delaware. Mais c'est plus un procédé standard, je dirais, que vraiment une grosse différence au niveau des taxes. Voilà, Grégory Poilâne était avec nous aujourd'hui. On a passé déjà plus d'une demi-heure à discuter ensemble. Vous savez que le créneau qui nous est imparti est un créneau de 30 minutes. Et moi, ce que j'ai retenu de la demi-heure de conversation avec Grégory, eh bien, c'était que le meilleur restait à venir pour vous, pour Nuvve, vous confirmez? Exactement, mais ça arrive vite. Merci Grégory d'avoir été avec nous. Ça fait plaisir de voir un homme optimiste sur la suite, ambitieux pour l'avenir et par conséquent souriant. Merci d'avoir été avec nous, Grégory. Merci. Au revoir, Eric.